Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler des premières postures de yoga pour sortir du limbago. Je vais vous donner tous mes conseils. Je m'appelle Muriel, je suis kiné et ostéopathe et auteure du blog adaptersonyoga.com. Alors le limbago, c'est aussi communément appelé la lombalgie aiguë. C'est quand on a le dos bloqué. C'est très fréquent, ça concerne surtout les sujets jeunes. Et quand on est pratiquant de yoga et qu'on a le dos bloqué, parce que oui, ça arrive quand même, on peut se poser la question de savoir comment on va reprendre les postures, les asanas, par lesquelles on peut débuter, à quel moment après le blocage lombaire, quand est-ce qu'on peut redébuter, comment on va faire pour gérer la douleur. Et puis surtout, s'il y a des mouvements qu'il faut éviter. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va détailler aujourd'hui. Donc, la lombalgie aiguë, ça s'appelle aussi le blocage du dos ou en langage courant, on appelle ça également un tour de rein. En langage médical, un limbago. C'est une douleur lombaire intense qui survient fréquemment après un faux mouvement comme le port d'une charge lourde, parfois une torsion, un mouvement rotatoire. Tiens, j'ai attrapé un ticket de parking, je me suis tournée pour attraper mon sac à main derrière le siège. Voilà. C'est typiquement ce genre de mouvement. Parfois, j'ai des patients aussi qui m'ont raconté s'être bloqué le dos, par exemple, en balayant longuement une terrasse. Vous voyez, ce mouvement répété de torsion. Et puis parfois, c'est un mouvement très simple, une hyperpression abdominale avec un éternuement. Ça peut être aussi une douleur plus progressive. On l'a senti s'installer insidieusement. Elle était progressive donc. Et puis un matin, on se réveille complètement bloqué du dos. Alors, ce qu'on appelle une impotence fonctionnelle majeure, alors on ne peut plus rien faire, on ne peut plus se lever, on ne peut plus bouger. Il n'est pas rare que ce soit assez impressionnant et d'être complètement immobilisé. Alors, il faut vraiment d'emblée être très rassurant. Dans 90% des cas, à long terme, il n'y aura aucune conséquence. C'est comme une rage de dents, c'est très douloureux, très algique sur le moment, mais ça passe. Et c'est pareil pour le limbago. Dans 90% des cas, il n'y aura pas de conséquences. Le plus gros risque, c'est justement que la crise devienne chronique ou se répète. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, mais il va falloir mettre en place une stratégie avec des exercices, de la prise de conscience de ce qui amène à faire ces crises lombaires. Mais voilà, ça, c'est un autre sujet. Je détaille ça sur mon blog, sur un article bonus que vous pouvez retrouver sur comment soulager la lombalgie. Vous pouvez le retrouver sur mon blog adaptersonyoga.com. Aujourd'hui, on parle vraiment de la sortie de crise lombaire, du limbago. Voilà. Il faut savoir aussi que le limbago peut guérir par lui-même spontanément. En général, voilà, c'est quelques jours sur lesquels on est bloqué, mais que ça passe. En tout cas, d'un point de vue physique, d'un point de vue yoga, ce qui nous concerne, c'est qu'on sait que ce qui est préconisé, c'est une remise en mouvement précoce et un alitement le plus bref possible. Alors, il va falloir quand même éliminer quelques drapeaux rouges, quelques situations qui vont nous faire dire oh, attention, ça, ce n'est pas du ressort du yoga ou de l'exercice physique, ça, c'est médical. Donc, le premier, c'est s'il y a des irradiations, donc ce qu'on appelle communément la sciatique ou la cruralgie, donc avec des douleurs dans la jambe, soit à l'arrière de la jambe, soit à l'avant de la jambe. Donc, ça, c'est médical. S'il y a des signes neurologiques, donc des fourmillements, des paresthésies, une perte de possibilité de contrôle moteur, par exemple, je n'arrive plus à bouger mes orteils ou j'ai une perte de contrôle de mes sphincters ou une perte de sensibilité dans la zone du périnée, pareil, ce sont des signes neurologiques d'ordre médical. S'il y a une fièvre associée à la douleur lombaire ou une altération de l'état général, c'est-à-dire j'ai beaucoup maigri, oui, j'ai de la fièvre, j'ai des analyses sanguines qui sont mauvaises, évidemment, là, c'est médical. S'il y a un contexte aussi autour, un contexte médical notamment dans le cadre d'une pathologie plus lourde, donc on va exclure tous ces cas compliqués. Et puis, il faudra penser toujours à demander, ben oui, mais comment vous vous êtes fait ce limbago? Est-ce que c'est suite à un traumatisme de forte intensité? Auquel cas, évidemment, ça tombe sous le sens. Il faut quand même d'abord un examen médical, radiologique, sans doute, pour vérifier qu'il n'y ait pas de fracture.
Et puis, il y a d'autres cas qu'il faut connaître pour sa culture générale, mais par exemple, on peut très bien se retrouver avec le dos bloqué pour un calcul rénal. Donc, il faut savoir aussi observer les signes urinaires, mais il y a d'autres signes voilà, qui vont vous alerter. C'est pour ça que dans le doute, il vaut mieux demander l'avis d'un professionnel de santé. Voilà. Dans le cadre des douleurs lombaires chroniques, c'est-à-dire celles qui se sont installées, qui durent depuis plus de 3 mois, le petit programme que je vais vous proposer là peut suffire pour débuter, mais il ne suffira pas à rééduquer, il n'est pas assez exigeant et c'est vraiment ce programme histoire de sortir de crise. Après, il y a mieux à faire. Comment faut-il gérer la douleur? Alors voilà, je vous ai mis cette représentation pour que vous compreniez que déjà, rien qu'en regardant ce tableau, on voit tout le stress, la peur, l'anxiété que ça amène. Il faut d'abord, en priorité, sortir de ce contexte. Oui, on est en crise, oui, on est bloqué du dos, mais ça ne va pas durer, on va en sortir. Et il faut d'emblée avoir un discours très rassurant si vous êtes le professionnel qui accompagne la personne bloquée du dos. Et si vous êtes vous-même bloqué du dos, il faut vraiment essayer de trouver les moyens de vous rassurer et de relativiser, de vous dire, bon, ça ne va pas durer, je vais sortir de la crise, c'est un moment à passer. Alors, je ne peux pas donner des conseils trop généraux sur la gestion de la douleur parce que ça dépend de chaque personne. On a tous un seuil de déclenchement de la douleur qui nous est propre. Ça dépend de nos croyances, de notre niveau de stress, de nos peurs, de l'environnement, des gens qui nous entourent. Et c'est pour ça que c'est très important de se mettre dans un cocon rassurant qui relativise la crise. La douleur, si vous voulez, c'est toujours une combinaison entre ce que l'on sent, c'est-à-dire vraiment la lésion anatomique, ce que l'on ressent, c'est l'émotion qui nous vient par rapport à cette douleur que l'on sent, et puis ce qu'on en pense. Donc, il faut vraiment éviter tout catastrophisme du genre classique, hein, j'ai peur de finir paralysée en fauteuil roulant, hein, ça, je ne peux pas vous dire combien de fois je l'ai entendu en consultation. Il faut vraiment dédramatiser ce genre de crise. Je vous invite à aller lire, si vous manquez de confiance en vous, si vous avez du mal à retrouver confiance par rapport à cette traversée de la crise et de la douleur, je vous invite à aller sur le site retrainpain.org. Donc, tout est en français et ça va vous aider à prendre conscience de ces 3 niveaux de perception de la douleur. La douleur n'est pas liée à l'intensité de la blessure. Je sais que c'est très difficile à comprendre quand on souffre, parce que je ne suis pas en train de dire que la douleur est dans votre tête, mais la douleur n'est pas égale à l'intensité de la lésion anatomique. Donc, ce n'est pas parce qu'on a très mal qu'on a une blessure très grave, hein, ni qui va durer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et tout ce qui va être autour, tout ce qui va rassurer, tout ce qui va amener du calme, de la confiance, va aider à mieux gérer la douleur. Donc, plutôt que de vous conseiller par rapport à votre douleur, je vais vous conseiller d'écouter votre respiration qui est, à mon avis, une meilleure conseillère. Donc, tant que vous pouvez respirer calmement dans les exercices, dans les postures que je vais vous proposer, c'est que c'est le bon moment pour vous de les faire. D'autre part, comme conseil par rapport à la douleur, quand vous allez sortir de votre crise, peut-être que vous allez pouvoir commencer ces postures dès le 2e ou 3e jour après votre crise. Évidemment, le premier mouvement va probablement être douloureux, va augmenter l'inconfort. Néanmoins, tentez, essayez de le répéter 2 ou 3 fois pour voir si, en répétant un petit peu, ça ne va pas mieux. Il est probable que ça s'améliore avec la répétition. Ce qu'il faut veiller à surveiller, c'est la douleur nocturne. Il faut faire attention à ne pas la déclencher. La douleur la nuit est toujours signe d'inflammation ou de douleur neurologique. Ce sont des douleurs qu'il n'est pas souhaitable de déclencher. Alors, il est rare de ne pas avoir mal au dos la nuit quand on est bloqué du dos, quand on a un lumbago. Mais dans votre mise en mouvement, quand même, posez-vous la question de savoir si vous n'en faites pas trop et si ça ne déclenche pas des douleurs nocturnes.
Et il faut bien que vous compreniez l'objectif des exercices que je vais vous proposer. L'objectif n'est absolument pas de vous rééduquer, de vous remuscler ou de vous étirer, par exemple. Ça viendra dans un deuxième temps. L'objectif, c'est juste de déjouer le cerveau, de le tromper quelque part et de contourner son alarme douloureuse et de prouver à votre cerveau que oui, le mouvement est possible, non, il n'est pas si douloureux que ça, et re-rentrer dans un cercle douloureux de confiance et de mobilité. Alors que lors du lumbago, on est au contraire dans un cercle, on risque de tomber dans un cercle vicieux. J'ai peur, donc j'ai mal, donc je ne bouge moins, donc j'ai encore plus peur, donc j'ai encore plus mal, donc je bouge encore moins. Et le but, ça va être de ramener du mouvement et de la confiance. Alors, je ne l'ai pas écrit et je m'en excuse, mais il faudra également rajouter le fait que vous ne devez pas déclencher de douleur d'irradiation neurologique. À chaque fois que vous déclenchez une douleur de type sciatique ou cruralgie, c'est-à-dire ces fourmillements dans la jambe, vous devez arrêter les postures qui déclenchent ce type de douleur. Voilà. Donc, je comprends que ce soit très difficile. Si actuellement vous êtes bloqué du dos, vous pouvez trouver mes propos un petit peu durs quand je vous dis de ne pas trop écouter la douleur, que je vous dis qu'elle n'est pas forcément corrélée à l'intensité de la blessure. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que souvent la douleur agit comme une mère trop protectrice. Elle envoie un signal trop fort d'immobilité par rapport à ce que réellement vous êtes capable de faire. Et je tiens à vous rassurer, les postures que je vais vous présenter, je les ai choisies pour qu'elles soient sans risque pour vos lombaires. Donc, vous pouvez les faire dans tous les cas. Et je vous rappelle donc que vous devez travailler sur votre confiance. Votre nouveau mantra sera donc 90% des lombalgies évoluent favorablement et c'est la haute autorité de santé qui nous le dit. Alors, quel flow pour un lumbago? Voilà, je vous montre la vidéo que j'ai choisie, la vidéo que j'ai réalisée pour vous avec un enchaînement de postures. Ben, il n'y a pas la musique. Voilà, donc je travaille les membres supérieurs, les omoplates. Vous voyez que petit à petit, j'amène de la flexion dans les membres inférieurs et petit à petit, de l'inclinaison de mon tronc. Voilà, je travaille l'appui monopodal et le redressement de ma posture et j'explore une fente, ce qui va être très intense évidemment, sortie de lumbago. Je rajoute un travail de mobilité tout à la fin. Voilà, on va détailler tout ça maintenant. Alors, pourquoi j'ai choisi ces postures? Déjà, on m'a souvent opposé le fait que j'avais choisi des postures debout. Alors, je vous explique pourquoi, mais évidemment, ça ne conviendra peut-être pas à votre situation. Bon, d'abord, debout, quand on est bloqué du dos, ça évite de passer au sol, ce qui n'est jamais très facile de passer au sol et de s'en relever. Donc, vous comprenez, il vaut mieux consacrer de l'énergie et de la mobilité à faire des postures de yoga qu'à se fatiguer à passer au sol. Si ces postures debout sont trop compliquées, vous pouvez prendre appui avec vos bras sur une table devant vous ou contre un mur. Ça va décharger une partie du poids du corps qui passe par le rachis. Au sol, notamment, là, voilà, je vous ai mis une posture assise au sol. Pour les morphologies raides, c'est très contraignant parce que les ischio-jambiers sont mis en tension et amènent les lombaires directement en flexion lombaire. Donc, c'est très contraignant, ces postures assises au sol pour les morphologies raides. D'autre part, on recommande de rester le moins longtemps alité. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas vous proposer des postures allongées sur le dos que vous auriez pu faire dans votre lit. Mon objectif, c'est de vous faire lever. Ces postures, vous pouvez les réaliser également, les adapter et les réaliser assis sur une chaise, pas au sol, mais assis sur une chaise. C'est tout à fait acceptable. Donc, le premier principe, c'est que je reste tout le temps gainée dans mes postures, vous voyez, et je respecte les axes. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire plus simple, mon rachis, mon bassin sont toujours alignés par rapport au bord court de mon tapis. Donc, je reste dans l'axe, dans toutes mes postures. Volontairement, je n'ai fait aucune torsion et je n'ai pas fait de travail d'ouverture de hanche non plus.
parce que ça aurait pu amener à une torsion du bassin ou vertébrale si ça avait été mal contrôlé. Donc, je préfère vous faire travailler dans l'axe. Par la suite, il faudra ramener de l'ouverture, hein, ça c'est certain. Mais voilà, là, on débute après un lumbago. Je n'ai volontairement pas choisi de faire des mobilisations du rachis, c'est-à-dire que je garde mon rachis gainé comme si j'étais dans un corset virtuel. Je fais les techniques, je pratique les techniques d'autograndissement. Donc, j'engage mes bandas, Mula Bandha ou Dhyana Bandha, et je m'autograndis voilà, dans toutes les postures sur une expiration. Je le fais, donc je travaille plutôt sur une expiration, même sur des postures que habituellement je réalise en inspiration. Donc, je suis en période de crise, je fais des mouvements donc, qui me font peur. Le travail expiratoire me permet un meilleur contrôle de mes bandas, en règle générale, hein, sauf si on est très habitué à les travailler sur l'inspiration. Mais pour la plupart des gens, sur l'expiration, c'est plus physiologique de contracter le périnée, le transverse profond, et donc j'ai un meilleur gainage. Donc, rien ne m'empêche de travailler sur une expiration des postures qu'habituellement je travaille sur une inspiration. Donc, ça va être un travail très sécurisant puisque je suis gainée. Je suis donc comme un Playmobil. Je ne bouge pas mon dos. Je bouge tout le reste sauf le dos. Et j'entends les oppositions. Évidemment que dans un deuxième temps, il faudra sortir de cette posture du Playmobil, de ce corset virtuel, et il faudra retrouver de la mobilité dans les lombaires et les torsions. Mais ce sera dans un deuxième temps. Voilà, donc en fin de posture, je vous ai proposé une petite recherche de mobilité en extension lombaire. J'ai choisi volontairement l'extension qui est plus recommandable que la flexion. Je vais vous montrer un petit schéma après pour vous expliquer pourquoi. Ça, je me doute que ça ne va pas être accessible dès le premier jour. Voilà, hein, je me doute que c'est trop compliqué. C'est un objectif à atteindre. Donc, le deuxième principe, c'est que j'ai travaillé à distance des lombaires. J'ai travaillé mes membres supérieurs et mes membres inférieurs, mais je n'ai pas travaillé mes lombaires. J'ai travaillé bras après bras parce que le simple fait d'élever un membre supérieur quand on est bloqué du dos, c'est laborieux pour la zone lombaire, c'est contraignant. Donc, je fais un bras après l'autre et je ne recherche pas la totalité des amplitudes possibles. Lever le bras en flexion maximale est compliqué. Lever le bras en mettant simplement la main sur la tête et en tirant le coude vers l'arrière en rotation externe d'épaule est beaucoup plus simple. Donc, explorer. Je travaille la mobilité des omoplates, donc de la zone thoracique. Je cherche l'ancrage de mes membres inférieurs parce que de la même manière, il peut être très difficile de prendre appui sur une jambe et au début, il y aura vraisemblablement une grande asymétrie entre la prise d'appui à droite et à gauche. Je rappelle que vous pouvez prendre appui sur vos bras pour vous aider à travailler cet ancrage. Petit à petit, vous avez vu dans la vidéo, je vais jusqu'à être en appui complet sur une jambe, mais il faudra peut-être plusieurs jours pour y arriver. Je travaille progressivement vers Uttanasana, la chaise, et j'ai rajouté les membres supérieurs. Je ne fais pas tout d'un coup. J'explore d'abord ma possibilité à descendre en ancrage sur les deux membres inférieurs, puis je rajoute les membres supérieurs. Quand je descends dans Uttanasana, je vérifie que je suis bien symétrique, c'est-à-dire si j'ai les deux mains à la taille, que mes deux mains soient bien à la même hauteur. Je ne vrille pas mon bassin, je ne l'incline pas, pardon. Et je rajoute plus ou moins la possibilité de me pencher en avant avec mon tronc, mais toujours tronc de Playmobil. Voilà, et je rajoute plus ou moins une fente et je peux coupler une fois que je suis en fente. Donc, vous réalisez qu'en fente, j'ai beaucoup d'appui sur la jambe avant. Je peux rajouter le travail des membres supérieurs. J'ai le tronc incliné en avant ou bien en extension. Donc, je complique, j'augmente progressivement la difficulté de chaque posture. Alors, les postures que vous devez éviter, à l'inverse, ce sont toutes les postures en flexion. Hein, voilà. Paschimottanasana, vraiment déconseillé parce que la tension des ischio-jambiers chez quelqu'un de raide, ce qui n'est pas le cas d'Alexandre sur la photo, vous emmènerait en rétroversion de bassin.
et augmenterait la flexion sur les lombaires et le tassement. Donc, pourquoi il faut se méfier de la flexion? Parce qu'en flexion, donc vous voyez, là, je suis sur les vertèbres lombaires, je suis à l'avant des vertèbres lombaires, là, je suis à l'arrière sur les épineuses. Donc, quand je fais une flexion, mes vertèbres se compriment à l'avant, mon noyau du disque intervertébral est poussé vers l'arrière et repousse l'anneau fibreux du disque intervertébral vers l'arrière. Donc, quand je fais une flexion, que ce soit une flexion ici dans Paschimottanasana ou dans Balasana, mon disque intervertébral est poussé vers l'arrière. Il y a donc un risque de débordement discal ou de hernie discale. Le risque est évidemment plus important dans Paschimottanasana à cause de cette tension des ischio-jambiers que dans Balasana, où là, j'ai très peu de contraintes quand même. Voilà, je suis en flexion, mais je suis en flexion avec peu de contraintes mécaniques sur le disque malgré tout. Donc, c'est pour ça que cette posture est plus acceptable en flexion que Paschimottanasana. Elle crée moins de contraintes mécaniques. Alors, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut être relatif dans ce que je vous propose. Je vous donne des règles. Je ne peux pas être très tranchante non plus. Je vous conseille d'éviter la flexion pour le risque sur le disque intervertébral. On ne peut jamais savoir si le disque vertébral est atteint. Il y a des petits signes quand même. Par exemple, s'il y a des douleurs lors de la toux ou de la défécation, ça laisse quand même supposer une atteinte du disque intervertébral. Donc, une période de cicatrisation de 3 semaines sans flexion lombaire serait quand même, à mon avis, assez judicieuse. Mais certaines personnes se trouvent très soulagées dans ce type de posture. Voilà. Moi, je vous conseille de ne pas les réaliser tant que vous n'êtes pas sûr que le disque n'est pas atteint. À l'inverse, l'extension lombaire ne pose pas de problème. Donc, la cambrure qui fait peur dans l'inconscient collectif, elle ne pose pas de souci. Parce que quand je cambre, le disque intervertébral se remet en place. Par contre, quand je cambre, je comprime un peu mes facettes articulaires. Et donc, pour tous les gens qui souffrent d'arthrose, ces postures-là, c'est vrai, sont mal tolérées. Donc, il faut toujours penser à bien rajouter l'autograndissement. Et je ne vous conseillerais pas non plus de faire des torsions et des rotations lombaires parce que c'est pareil, les fibres du disque intervertébral sont soumises à de grandes contraintes mécaniques en torsion. Alors, je sais que c'est souvent recommandé lors des postures pour soulager le dos. Moi, là, je me mets bien dans le cas du lumbago. Vous avez un lumbago, moi je vous déconseille de faire des rotations, vous ne savez pas dans quel état est votre disque intervertébral. Faites tout le reste, travaillez tout le reste, il y a déjà beaucoup à faire. Le temps des torsions viendra après et ce sera intéressant effectivement pour la rééducation. Et encore une fois, je vous déconseille les postures assis au sol pour notamment les gens raides. Enfin, c'est vrai que si vous êtes très souple, ça crée finalement peu de contraintes sur le disque. Alors, mes derniers conseils, voilà, il n'y a pas un lumbago, mais des lumbagos. Donc, je ne vous donne que des pistes à partir desquelles vous allez construire votre propre flow. Et je n'ai pas de recette universelle à vous proposer. Je vous conseille également de travailler quelques minutes régulièrement dans la journée plutôt que de vouloir faire une grande séance. Puisque l'objectif n'est pas de vous remuscler ou de vous étirer, de gagner en souplesse, n'est pas le moment de vous rééduquer. Là, le but, c'est juste de rassurer votre cerveau et de lui renvoyer un message. Ah, bah, tu vois, en fait, le mouvement est possible. Donc, soyez progressif, soyez régulier. Ne déclenchez pas de douleurs de type sciatique ou de cruralgie, pas de douleurs non plus la nuit avec des efforts trop intenses. Vous pouvez néanmoins augmenter un peu l'inconfort pendant la pratique, c'est tout à fait normal. Les muscles sont spasmés, il y a des contractures, donc quand on va bouger, la première sensation va être quand même inconfortable sans doute. N'hésitez pas à travailler pour une fois de manière asymétrique. Tant pis, si vous ne pouvez faire qu'une posture qu'à droite, eh bien, faites-la qu'à droite, mais faites ce qui est possible. Et en général, travaillez dans le sens du mouvement libre. Si vous voulez, pour débloquer la situation, vous avez deux techniques. Votre dos bloqué, c'est un peu comme une fermeture éclair qui serait bloquée. Vous avez deux solutions. Soit vous donnez un grand coup dans le sens du blocage, au risque de ne pas trop maîtriser ce qui se passe.
soit vous la débloquez tranquillement en faisant des petits mouvements de translation, d'inclinaison, des petits mouvements dans le sens où ça veut bien bouger un petit peu, puis jusqu'à un moment où la ceinture va complètement se débloquer, ou la fermeture éclair, pardon, va complètement se débloquer. Donc, travaillez plutôt dans le sens de la mobilité. Alors, j'en parle pas là parce que le but, c'était de vous proposer des postures pour reprendre, mais évidemment, tout le travail des pranayama, de relaxation, de méditation, tout le travail de visualisation du mouvement, voilà, le simple fait de s'imaginer en train de faire des mouvements sont des techniques de rééducation très intéressantes pour, entre guillemets, bluffer votre cerveau et lui dire « Ah, ben, tu vois tout ce que je sais faire ». Donc voilà, faites-vous confiance. Les postures que je vous propose ne présentent aucun risque pour les lombaires. Adaptez-les à ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà, et rassurez-vous encore une fois, ces périodes de crise intense ne durent pas. Je vous souhaite un bon rétablissement. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à aller sur mon blog adaptesuryoga.com pour télécharger l'article bonus sur les lombalgies. Et je vous dis à bientôt.